De conflit en conflit, Beyrouth a toujours été le théâtre d'une succession d'événements violents et dramatiques. La ville porte encore les stigmates de son passé. Des immeubles éventrés, des traces d'obus, et ses habitants sont constamment hantés par la possibilité d'une nouvelle guerre. Je comprends pourquoi les Libanais sont souvent nostalgiques de l'époque où on appelait le pays la Suisse du Moyen-Orient. Forcément, chez les Beyrouthins, le rapport à la mémoire est plus douloureux qu'ailleurs. C'est cette facette de Beyrouth que j'explore aujourd'hui. Je vais aller visiter le Musée national des Antiquités, un musée sauvé du désastre par l'obstination quasi héroïque de son conservateur. À l'hôtel Palmyra de Baalbek, je vais me plonger dans l'âge d'or du Liban, un voyage nostalgique dans l'insouciance et le glamour libanais des années 60. Sur la place des Martyrs, j'évoquerai l'idée du pardon avec le cinéaste libanais Philippe Araktingi. Il me montrera le centre-ville et ses plaies qui ne sont pas encore complètement refermées. Pour commencer ce voyage dans la mémoire de Beyrouth, je me dirige vers le quartier de Sodeko, le long de la ligne de démarcation qui séparait jadis Beyrouth en deux. C'est là que j'ai rendez-vous avec un architecte, Youssef Haidar. Il a en tête de me montrer une maison à l'histoire très singulière. On est sur une ligne très particulière, on est sur la ligne, ce qu'on appelait la ligne verte. La ligne verte, c'était vraiment la ligne de démarcation qui séparait la ville en deux parties, le côté est et le côté ouest. Et ce bâtiment-là est vraiment à la croisée. Non seulement à la croisée sur cette ligne, mais à la croisée d'un carrefour très particulier, une porte de communication entre les deux parties de la ville, ce qu'on appelle le carrefour Sodeko. La maison que Youssef veut me montrer sera bientôt transformée en musée de la guerre. Et c'est lui qui sera chargé de sa réhabilitation. C'est vraiment un lieu clé de la ville, un lieu vraiment très très particulier et qui révèle vraiment comme ça toute une qualité de vie, tout un mode de vie, toute une période très particulière de l'histoire de Beyrouth, vraiment cette période transitoire, ce passage vers la modernité. Il y avait 8 familles qui pouvaient habiter dans un lieu pareil et puis les habitudes commençaient à changer. On sortait d'une vie très patriarcale, centralisée autour d'une grande pièce, vers des lieux plus modernes, plus ouverts. Donc il a été habité combien de temps? Il a été habité de 24 jusqu'au drame de 75, enfin jusqu'à la guerre civile. Et assez rapidement, ce lieu est devenu une machine de guerre. Est-ce que tu sais ce que sont devenues les familles qui habitaient là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elles ont été obligées de quitter le... On était en plein champ de bataille, hein. C'était vraiment la ligne de démarcation, il n'y avait pas le choix. Ouais. Hein. Ça canardait dans tous les sens. Ça canardait dans tous les sens, c'était une zone tout le long qui était devenue totalement inhabitable et inaccessible. Et à partir de là, c'est là que vraiment les militaires entre guillemets, les miliciens, sont venus et ont occupé ces lieux-là. Ils habitaient là? Ils habitaient là, ils ont vécu là, ils étaient là tout le temps. Et ils contrôlaient, ça a duré 17 ans. Et voilà, on est en plein dedans. Wow. Donc, ancienne salle de bain. Ouais. A priori, il reste de la salle de bain les portes qu'on voit au plafond, qui ont été utilisées pour faire ce moulage de béton. Et surtout, ça. Toutes ces meurtrières qui leur donnaient des angles de tir. Là, ils pouvaient tirer à travers le séjour, l'escalier, l'autre escalier, le balcon du voisin. Ouais, on etc., voit bien etc. les piétons dans la rue. Tu vois la dame qui arrive en rouge et... Ouais. Tu vois, c'est fou, hein. C'est ça. Ça fait comme un effet de... C'est cette visée-là, quoi. Ouais. Enfin, c'est le regard du franc-tireur. C'est l'horreur. Ils ont tué combien de civils? Énormément. Il n'y a pas eu de recensement de chiffres exacts, mais on parle de plus de 100 000 morts en tous les cas. Ils étaient payés à la tête du client. C'était payé à la tête? Bah oui. Tu vois, toute cette partie-là, là, vraiment, à travers le champ de tir qu'on a vu, c'est vraiment cette percée-là. Cette percée-là a été créée par les snipers. Et c'est vraiment le chemin de retraite qu'ils pouvaient avoir. Ils pouvaient sortir, ils connaissaient le passage au nombre de foulées, à pouvoir traverser en pleine nuit noire, sombre, en cas de bombardement très intense. Ouais. Comme ils pouvaient démonter et remonter une arme, les yeux bandés. Là, c'est écrit quoi contre le mur? L'organisation de la mort.
Les snipers qui ont habité ces lieux, qui ont travaillé dedans, ont écrit plein de choses sur les murs, ont écrit ce qu'ils pensaient, ce qu'ils sentaient, etc. Et ça, c'est une matière assez extraordinaire. Donc celui-là est vraiment très particulier, c'est peut-être le plus intéressant. Donc la signature, c'est un des snipers qui avait pris comme nom de guerre Tarzan, Katol. Katol, c'est les petits serpentins tuent moustiques. Donc lui, sa fonction était de tuer les moustiques. Il devait être très malade, hein, ce mec. Mais encore plus malade, parce que qu'est-ce qu'il dit dans son texte? Il dit « Si l'amour de Gilbert est un crime, que l'histoire témoigne que je suis un criminel très, très dangereux. » Il reconnaît son crime comme étant homo, mais il ne reconnaîtrait à aucun moment le fait qu'il soit meurtrier, qu'il soit en train de le reste des moustiques. Il est nécessaire pour nous de préserver ça, pour pouvoir vraiment le montrer et que les gens puissent vraiment un jour dire « plus jamais ça ». Tout le challenge, c'est quand même de garder cette émotion quand on rentre dans ce lieu. Ça, c'est vraiment... Tu vas le laisser tel quel? Et ça va rester tel quel. Les traces de guerre vont être gardées, tous les graffitis, les impacts de balles, etc. On les gère comme si on gère des fresques. Et les béances? Les béances, on est en prothèse. On revient toujours dans cette même logique. Il a perdu un bras, il a perdu une jambe, il a perdu une part. Donc tu la conserves. On la conserve. On va lui remettre un bras, mais ça sera un bras mécanique, ça sera un bras métallique, ça sera autre chose. Ces stigmates vont être là apparents, sous-jacents et présents. Pour moi, c'est un Libanais. C'est vraiment un être qui nous ressemble à tous, qui ressemble à beaucoup des Libanais. On travaille, on gère avec lui comme on gère un être humain. Tu es devenu architecte, mais en fait, tu voulais être chirurgien, c'est ça? Oui, au départ. Mais je ne supportais tellement pas la question du sang, toutes ces questions-là, que bon, là, c'est tellement... Tu répares. À quelques centaines de mètres de cette maison, toujours sur la même ligne de démarcation, on trouve un édifice qui en apparence a beaucoup moins souffert de la guerre, le Musée national. Je suis accueillie par sa conservatrice, Anne-Marie Affèche. Elle a tenu à me raconter par quel miracle son musée continue d'exposer sa fabuleuse collection d'antiquités. Ça, c'est le colosse de Byblos. Il est daté du 1er millénaire. Ce qui s'est passé, c'est que pendant la guerre, comme vous savez, le musée était à un endroit donc stratégique. Oui. Et beaucoup d'armées, sans rentrer dans les détails, des milices, etc., tout le monde a voulu habiter ce lieu. Oui. Donc Maurice Chérab, qui était le directeur des Antiquités, a eu l'idée, dès le début de la guerre, de rassembler les petits objets qui se trouvaient dans les vitrines et de les déposer au sous-sol où il les a cachés. Absolument. Les objets de plus grande dimension, bien sûr, il était difficile de les déplacer. Il n'y avait pas de manutention, pas d'ouvriers. Et donc, il a eu l'idée, au départ, d'utiliser des lattes de bois pour protéger les grandes pièces qu'il ne pouvait pas transporter. Mais là aussi, les miliciens qui étaient installés au musée et qui avaient froid en hiver ont utilisé ces lattes de bois. Ils ont allumé le feu à proximité du colosse. Voilà pourquoi notre colosse est brûlé. Ah, donc il porte vraiment les traces de la guerre. Absolument. Je vais vous montrer autre chose aussi de l'autre côté et vous allez peut-être comprendre ce qui s'est passé. Là, oui, là, c'est très visible, les traces de brûlure. Hein. Exactement. Donc... Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fait ce travail donc, pendant la guerre, alors que les miliciens étaient déjà installés dans le musée? Exactement. C'était par période. Vous avez absolument raison. Donc les miliciens, de temps en temps, étaient dans le musée. Par moments, ils en sortaient. Par moments, ils étaient là et lui, quand même, essayait d'arriver avec de quoi protéger ces objets. Et notamment, donc, la dernière idée qu'il avait eue, qui était de construire des murs de parpaing et de mettre donc du béton armé autour. C'est incroyable. Dès 1993, en fait, tous les gens qui rentraient au musée disaient « il n'y a plus rien, tout a été volé au musée national ». Tout était caché, en fait. En fait, tout était caché par l'idée absolument extraordinaire de Maurice Chérab, qui a donc, de cette façon, protégé la collection. Je peux m'empêcher, chaque fois que j'arrive devant cette porte que vous allez voir, d'éprouver beaucoup d'émotions parce que c'est toute l'histoire du musée pendant la guerre et après la guerre qui apparaît devant cette porte. Le musée était construit sur une nappe phréatique. Oui. Et donc, avec les années de fermeture,
il y a eu des remontées d'eau. Entre 95 et 99, date d'ouverture du musée, j'ai eu la chance de faire partie de cette équipe qui a redécouvert la collection du musée avec beaucoup d'émotion parce que finalement, c'est régulièrement toute cette collection qui a ressurgi devant nos yeux. Qu'est-ce qui se cache derrière Je vais vous montrer quelque chose qui est encore inédit, qui n'a pas été encore aménagé. C'est la collection des sarcophages anthropoïdes découverts tous au Liban, dans la région de Sidon. Ce sont des nécropoles de la période perse, donc on est au 5e, 4e avant Jésus-Christ. Et c'est la plus grande collection de sarcophages anthropoïdes au monde. Nous en avons 30. Ça, c'est un de vos grands trésors quand même ici au musée. Absolument, absolument. Et eux, ils avaient été coffrés aussi? Ils avaient été protégés par un... Ils n'ont pas été protégés eux-mêmes. Par contre, ils étaient là. Mais c'est tout cet espace qui a été muré. Donc, ils ont été protégés derrière le mur. Donc, personne ne peut imaginer que derrière tous ces murs, ils étaient encore ici. Quelle découverte, non? Oui, c'est une redécouverte. Et en fait, c'est un petit peu notre mission aujourd'hui de remettre en valeur toute cette collection qui est la collection du patrimoine du pays et que les gens aspirent à revoir. Je vais vous montrer une dernière chose, un dernier trésor. C'est une tombe composée donc de cette chambre funéraire avec 14 loculi et évidemment avec ces fresques qui recouvrent avec ces thèmes mythologiques grecs qui sont extraordinaires. Alors on la voit dans un très très bel état de restauration. Alors J'imagine qu'elle a dû effectivement, souffrir, non? elle a beaucoup souffert durant la guerre. Et donc c'est un très beau travail, je dois dire, de restauration qui a été déclenché en 2010. Alors dans le cadre de la restauration générale du musée, des collections, est-ce que vous avez pris en compte le fait que ça pourrait arriver à nouveau? C'est des questions que l'on doit toujours se poser dans un musée. Dans n'importe quel cas de figure, ça peut être des catastrophes naturelles, Bien ça sûr. peut être toutes sortes de catastrophes. Et là, on a toujours un plan d'urgence. Et ça, je ne vais pas vous révéler les secrets du Non, musée mais en tout national, cas, mais c'est pris en charge, ne vous pris en inquiétez charge, pas. c'est ça. À 2 heures de route de Beyrouth, au milieu de la plaine de la Bekaa, la ville de Baalbek et sa cité antique continuent d'attirer les visiteurs du monde entier. En face des ruines des temples romains, l'hôtel Palmyra a lui aussi résisté au passage du temps. Pendant l'âge d'or du festival de Baalbek, les plus grands y sont descendus. Rima Husseini, la propriétaire des lieux, se bat pour maintenir cet hôtel dans son état originel. Ça, c'est l'hôtel Palmyra. Et oui, ici c'est trop. C'est vrai. Quand est-ce qu'il a été construit cet hôtel? 1874. 74. Est-ce que là, il est dans son jus? Oui, absolument. C'est Les ça. sols, les murs, tout date de l'époque? Oui, tout cet étage. Et dis-moi alors, qu'est-ce qui t'a pris de commettre cette folie, de vouloir sauver cet hôtel parce que la vie a complètement changé, la région a changé? Cet hôtel est un patrimoine, est un trésor à sauvegarder, une mémoire du pays, de tout ce qui est important. Du coup, j'imagine que vous gagnez pas du tout votre vie avec cet hôtel? Non, mais parfois, c'est ça, la culture, par exemple. On ne gagne pas quand on veut faire les choses avec passion. C'était le bureau du directeur? Oui, absolument. Oh, il faut qu'on voit avec ça. aussi un téléphone Antique? Oui, antique, si vous voulez. Il marche? Oui. Oh, c'est incroyable. C'est pour cela que parfois, ils ne répondent pas à l'hôtel. C'est vraiment génial. Alors, Ahmed, c'est le gardien de la mémoire. Bonjour Ahmed. Ahmed, bonjour لأما. من أي سنة أنت هون؟ 54. Depuis 1954? Oui. Alors, c'est pour cela que je vous ai dit, c'est le gardien de cette maison. Alors, ça, c'est le premier étage. On essaye d'enrichir avec des collections sur Baalbek, sur l'hôtel, un peu partout. Alors ça a été pris Béjar durant le festival, regardez.
Elle est extraordinaire, cette photo. Ouais. Alors, il dormait dans quelle chambre, Ben, Yaouda Béjar. بجار Oui. ب 27 كان هنا 27. يتنقل C'est la même chambre de Cocteau, on va voir. كله اللي Mais oui, il faisait un peu le tour là, parce qu'il est venu 3 fois. Alors ça, vraiment. Ouais. بحبوها يعني هادي تبقى Ils aimaient beaucoup venir à Baalbek parce que c'était calme. Il y avait peu d'habitants, c'est pour ça qu'il dit c'est ça la différence. Ouais. Il n'y avait pas d'habitants là-bas, on disait c'était la région de Shraouni, il n'y avait personne. D'accord. Et celle-là, c'est la chambre de qui? Hey, Oudat Min, غرفة الجنرال دوغول Général de Gaulle. Il est venu souvent? Non, et là, une fois. له تخت خاص طويل Ah, il avait un lit spécial parce que, oui, il était un peu plus long. Ah oui, c'est vrai qu'il était très Oui, grand. il était très grand. له صور En 57 56, 57, امير الكويت ياخذ الجناح كله l'émir du Koweït prenait tout cet étage. Oui. ويفرشها فرش عربي Il changeait les meubles. Tout le monde à l'hôtel devrait déjeuner avec lui. Il disait en arabe, Maï Khalef, vous devez tous manger avec moi. Waouh. Ouais. Oh là là. Même qu'il fait très chaud, mais je dois te montrer un peu. Regarde cette... Quelle vue, c'est sublime. Ouais. Regardez tout ça. C'était des vergers, uniquement des vergers de fruits. Il n'y avait pas de construction là. Mais attends, ils construisent dans les ruines? Même dans les ruines là-bas, regardez à côté. C'est insensé. J'espère qu'ils vont Avec la jamais route. construire un immeuble. J'espère, Mamie. j'espère. De retour à Beyrouth, je me dirige vers la place des Martyrs, un lieu emblématique des mouvements de révolte du pays. C'est de là qu'est parti le printemps libanais de 2005 qui a conduit au départ des occupants syriens. J'ai rendez-vous au pied du monument érigé en souvenir des nationalistes libanais pendus par les Turcs en 1916. Philippe Araktingi m'attend. Il est cinéaste et travaille depuis longtemps sur la question de la mémoire au Liban. Alors, rendez-vous place des Martyrs. Si c'est pas symbolique, ça, hein, pour parler de l'histoire de Beyrouth. Cette même place, Ouais. regarde le look C'est qu'elle celle-là avait dans les années 1926. Je veux dire que là, on est sur la place des Martyrs. Ça, c'est exactement la même place. Il reste plus rien. Il reste strictement rien du tout de tout Il ça. reste rien du tout. Si tu veux, je te montre, viens, je te montre par ici. Ici, c'est tout ce qui est resté, ces deux immeubles-là. C'est du années 30, ça. Ça, c'est des années 30, oui, je pense. Et là, il y avait toute une place qui est devenue une autoroute avec le nouveau projet de reconstruction. Projet qui, lui, est extrêmement contesté par certains, adulé par d'autres. Certains te disent on a enlevé le cachet du lieu où les Libanais se réunissaient, qui était un lieu de rassemblement. Et le fait d'en faire une autoroute, c'est détruire ce symbole et détruire aussi cet aspect de réunion. Ça, c'est quoi alors? C'est des fouilles? Ce que je disais, c'est que ça, c'est des fouilles romaines. On sait que n'importe où tu marches Ah ouais. ici, Dès il que y a tu énormément de creuses, choses. ouais. Il y a 7 couches en dessous de nous. Elle a été détruite 7 fois et nous sommes à la 8e reconstruction. Moi, enfant, j'ai grandi à 200 mètres à vol d'oiseau d'ici. Adolescent, j'amenais les journalistes pour leur montrer la place et leur dire où filmer et comment filmer. Et ensuite, quand j'ai su dans les années 90, 91, je crois, qu'ils allaient tout abattre, j'ai filmé Beyrouth pour garder une trace de la mémoire. Ici, les gens vivent tellement des événements les uns après les autres qu'ils n'ont pas le temps de regarder en arrière. Et ne pas regarder en arrière, c'est répéter le passé. Tu sais que les écoles arrêtent d'enseigner l'histoire
à partir des années 43. C'est-à-dire qu'on a eu notre indépendance en 43, tout le monde est d'accord sur notre indépendance, et puis on n'enseigne plus l'histoire, tout simplement Tout parce que s'arrête en 43. dans les livres d'histoire, dans les écoles, oui. On parle pas de la guerre, On ne parle pas de la guerre parce qu'on n'est pas d'accord sur la version de la guerre qu'on doit enseigner aux enfants. On n'est pas d'accord sur la version de qui a fait quoi, les partis ne sont pas d'accord. Et ça, c'est quelque chose de complètement absurde. C'est ce désir d'amnésie constant chez les Libanais, qui s'explique par j'ai eu trop souffert, je ne veux pas regarder derrière. J'ai filmé un passage où les francs-tireurs passaient de là jusqu'au bout. Et ça passe notamment par la porte de ce qui est aujourd'hui un grand magasin. Moi, ce que je remarque là, en étant dans ce quartier, c'est que le quartier le plus restauré de Beyrouth, c'est celui-là, et c'est le plus riche de Beyrouth. C'est là que tu as les boutiques de luxe, les restaurants branchés, c'est là qu'il y a l'argent, la rue des banques, Voilà. etc. etc. Ouais. Curieusement, la rue des banques est restée totalement intacte. C'est bizarre ça, hein? Pendant la guerre, après la guerre, jusqu'aujourd'hui, les banques, on ne les touche pas. C'est incroyable. Alors hein? que les églises et les mosquées ont quand même été détruites, mais les banques, ça passe Jamais. au-dessus. Et les souks, ils sont où? Les qui? Les souks? Les souks, les vieux souks, étaient là-bas, de ce côté-là. Si tu veux, on peut y aller. Tu peux me montrer cette grande perspective? Tu sais que tu as prise en moto dans ton film, le grand plan séquence. Et en fait, chose que je ne savais pas, c'est que c'était encore truffé de mines. Ah bon? Et on s'est fait engueuler par la suite parce qu'on a été dans des zones encore Dangereuses. dangereuses. Quoi. Ouais. Cela dit, ils ont repris l'architecture de cet endroit dans le même esprit. C'est-à-dire qu'ils ont également fait des arcades avec un esprit moderne. Enfin, ça peut être vu comme une innovation architecturale absolument magnifique. Ça dépend vraiment du point de vue. C'est à partir de là que j'ai avancé avec la moto et j'ai filmé toutes ces rues. Je comprends ta problématique de vouloir garder des traces de la mémoire de la ville, de la mémoire de la guerre. Mais regarde, en Europe, on a eu des guerres terribles. On a reconstruit. Pour se souvenir de la guerre, on a des monuments aux morts avec des noms de soldats tués dessus, c'est tout. En fait, l'idée, ce n'est pas qu'est-ce qu'on fait de tout ça. C'est notre rapport à l'héritage. Qu'est-ce qu'on veut faire de tout ce qu'on a vécu? Parce que tout ce qui n'est pas digéré, compris, appris par l'histoire, va se renouveler, reproduire. va C'est ça se ton reproduire. idée, hein? Et d'ailleurs, laisse-moi t'amener à ce qu'on appelle le jardin du pardon, Hadith al-Samah, et te présenter à Alexandra qui parle mieux de tout ça que moi. Donc Alexandra, vous avez demandé, vous avez cherché et trouvé un lieu qui vous inspirait pour ce projet. Mais depuis, les années ont passé. Et pourquoi ce jardin n'est toujours pas identifié? C'est identifié dans quelques cœurs Oui. et quelques âmes. Mais à part ça, c'est bloqué, politiquement bloqué. D'accord. Je pense que c'est les mêmes choses qui bloquent tout le pays, dans un sens. Et c'est un peu symbolique que ça soit aussi the forgiveness, the garden Le jardin du pardon qui soit bloqué. which is stored. In a way, people Dans un are not sens, really les gens ne ready sont pas prêts à to forgive. pardonner. But this isn't a Mais ce n'est garden pas un jardin qui est for fait pour les grands people to groupes forgive each qui se other. demanderaient This is pardon. for me and me C'est fait to pour que forgive moi, je me myself. pardonne à moi-même ou à Philippe, qui lui me pardonne. To forgive me. That's Et pourquoi tu veux me pardonner? Qu'est-ce que j'ai fait? done massive Plein de choses, massive énormément de choses. Nous avons tous fait des choses. which have upset me.
Demain, je sors de la ville, direction le nord du Liban, pour découvrir le village de Batroun, petite merveille au bord de la Méditerranée. Puis j'irai jouer la spéléologue dans les magnifiques grottes de Geïta, candidate pour devenir l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Enfin, je visiterai les vignes de Pamdoun, où l'on élève un grand vin, le vin de la Renaissance. Demain, c'est ma journée en dehors de Beyrouth.